Mali, le haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme a appelé vendredi dernier le Mali à abroger le décret ayant dissous les partis et de rétablir pleinement les droits politiques dans le pays. Notre invité ce matin, c'est Niagalé Bagayoko. Bonjour, vous êtes Bonjour. politologue, enseignant à Sciences Po, vous êtes spécialiste des politiques de sécurité internationale en Afrique subsaharienne. Le Mali, il faut nous rappeler, alors ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu, est en proie depuis 2012 à une profonde crise économique et sécuritaire. Là, il y a un tournant autoritaire parce qu'il y a une sorte de transition qui ne se fait pas. Remettez-nous le contexte du Mali. Alors, comme vous l'avez indiqué, en effet, depuis 2012, le pays est confronté à la fois à une progression d'une rébellion indépendantiste au nord du pays et par l'assaut de groupes djihadistes à la fois affiliés à l'État islamique et à Al-Qaïda, qui se combattent d'ailleurs entre eux. Par ailleurs, en 2012, déjà, un premier coup d'État était intervenu et avait renversé le président démocratiquement élu qui finissait son mandat, Amadou Toumani Touré. La crise a momentanément été résolue par l'intervention de la France et de pays africains, puis des Nations Unies, mais très vite, l'insécurité a repris le dessus et le président nouvellement élu a finalement été renversé en 2020 à la faveur d'un coup d'État mené par une junte qui s'appelle le Conseil national pour le salut du peuple, à la tête de laquelle est placé le président de la transition Assimi Goïta. Et c'est dans ce contexte que l'on constate une grande restriction des droits et des libertés depuis 5 ans. Caroline. Et donc, Laure le disait, tout récemment, la junte a dissous les partis politiques. Il y a une ironie dans cette situation, c'est que vous avez parlé du putsch de 2020, mais ce qui avait conduit au départ du président Ibeka, Ibrahim Boubacar Keïta, c'était quand même des manifestations massives de la société civile et de l'opposition. L'opposition qui avait énormément d'espoir au moment où les militaires prennent le pouvoir. Alors, en effet, il y a eu des manifestations organisées non seulement par l'opposition, mais aussi par les syndicats et également par un imam de l'islam conservateur qui ont réussi à orchestrer des manifestations massives pour le départ du président élu, mais qui avait manifestement trafiqué les résultats des élections. Et ces manifestations, en réalité, étaient instrumentalisées, récupérées par les militaires qui ont considéré qu'ils faisait acte de démocratie en prenant le pouvoir et également acte de sécurité face à l'incapacité du président Ibeka, mais aussi de ses partenaires internationaux, à rétablir la sécurité. Mais quel est l'espoir pour que la transition vers un pouvoir démocratique, vers une société civile se fasse ? Aucun, parce que le terme de transition est totalement cosmétique. Il y a eu le premier coup d'État dont je parlais, mais au départ, il y avait des ministres de transition civile, notamment le Premier ministre, qui a été renversé par la même junte en 2021 et qui, depuis cette époque, reste au pouvoir de manière absolument non partagée, ce qui signifie la restriction de l'espace civique, le musellement d'un certain nombre de médias, par exemple RFI, France 24, sont interdits d'émissions sur le territoire. TV5 a été suspendu la semaine dernière. On assiste à des enlèvements ou à des emprisonnements d'hommes politiques. Le Mali est très clairement un régime autoritaire de manière croissante depuis 5 ans. Et il a d'ailleurs été proposé, en même temps que la dissolution des partis politiques, que le président de la transition, Assimi Goïta, qui a été proclamé général, ce n'était qu'un colonel au départ, devienne président pour un nouveau mandat de 5 ans renouvelable, ce qui porterait, si cela se faisait, sa présence au pouvoir à 15 ans. Caroline. Vous évoquiez la situation sécuritaire. On sait que la junte a poussé dehors les forces militaires, les forces armées occidentales, estimant qu'elles n'avaient pas besoin d'elles pour lutter contre le terrorisme. Finalement, la situation sécuritaire, elle s'est largement dégradée. Alors, le cas du Mali est particulier. La situation se dégrade de manière absolument dramatique, à la fois au Niger et au Burkina Faso voisins. Le Mali, la situation est un peu plus compliquée parce que l'objectif affiché, non seulement par la junte au pouvoir, mais également par ses prédécesseurs civils, en réalité, est avant tout de lutter contre les indépendantistes du nord du
pays, principalement touareg, mais aussi arabe ou sonrail. Le but est notamment de l'accord qui a été passé avec la Russie, avec d'une part la société militaire privée Wagner et dans une moindre mesure celle qui la remplace, l'Africa Corps, et véritablement de conserver l'intégrité territoriale du pays, et la lutte contre les djihadistes passe en réalité au second plan. La difficulté, c'est que même les supplétifs russes n'ont pas réussi à véritablement empêcher la progression des forces indépendantistes, et il est vrai aussi que les attaques se multiplient du côté des djihadistes. Mais vous avez deux sujets, vous avez le sujet territorial, guerre civile, et le sujet djihadiste. Oui. Et la priorité est clairement accordée à la lutte contre l'indépendantisme au nord, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de lutte contre le djihadisme aussi, mais notamment le contrat passé avec les Russes est vraiment la reconquête du nord du pays, ce qui crée de fortes tensions avec l'Algérie aussi. Il y a eu un incident assez grave récemment après l'abattage d'un drone appartenant aux Maliens par l'armée algérienne. Les indépendantistes touaregs et sans doute aussi certains djihadistes semblent être réfugiés en Algérie, ce qui crée de très très fortes tensions aussi dans la région. Et que dit la communauté internationale? Parce que le djihadisme, enfin c'est un peu sommaire ce que je veux dire, mais les guerres civiles, ça concerne les pays sur place, puis le djihadisme, ça s'exporte. Que dit la communauté internationale là-dessus? Alors la communauté internationale, elle proteste, elle fait des communiqués, elle fait des déclarations, mais on voyait bien que sur l'Ukraine, sur Israël, ça n'a pas beaucoup d'effet. Malheureusement, ça n'en a pas beaucoup plus au Mali, qui a poussé vers la sortie non seulement les forces françaises, mais aussi les forces de l'ONU, qui a quitté l'organisation régionale, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, et plus récemment encore la francophonie. Donc il y a une sorte de volonté d'affirmer la souveraineté du pays. La communauté internationale, effectivement, elle cherche à s'opposer à ces évolutions. En ce qui concerne le djihadisme exporté, je vais être très claire, il n'y a jamais eu sur le territoire français ou européen d'actes terroristes commis en provenance du Sahel, et notamment Al-Qaïda fait très régulièrement des communiqués pour dire qu'elle ne s'intéresse absolument pas à ce qui se passe à l'extérieur du Mali, qu'elle lutte contre les forces étrangères, qu'elles soient françaises, onusiennes ou russes, présentes dans le pays, et bien entendu contre l'État malien. Merci beaucoup d'être venu ce matin, Niagalé Bayako. Vous êtes toujours aussi clair, hein. C'était un plaisir de vous avoir ce